rapport comme les deux autres, souffre du même mal. Il prétend reconnaître la liberté des peuples à condition que celle de l'argent soit protégée. C'est la doctrine de l'ordolibéralisme. Alors je préfère vous dire que quand bien même mettrez-vous sans cesse en avant la nécessité d'une Europe de la guerre rebaptisée Europe de la défense pour réunir les peuples européens, vous n'arriverez à rien aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation sociale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'harmonisation fiscale, aussi longtemps que vous ne voulez pas de l'indépendance à l'égard de l'OTAN. Vous ne laissez qu'une perspective aux peuples qui, eux, veulent la paix, le progrès social et l'indépendance. Vous ne leur laissez qu'une seule perspective, qu'ils viennent à se dire cette Europe-là, ou bien on la change, ou bien on la quitte. Ce qui est commencé, ce n'est pas le changement positif attendu, c'est que les gens commencent à la quitter. Et il est pitoyable que votre réponse au Brexit, ce soit seulement l'Europe de la défense et la constitutionnalisation des droits de la finance. Bonsoir à tous, bonsoir et merci beaucoup d'être venus si tôt après les agapes pour cette dernière séance des universités populaires. Frédéric Le Baron est professeur de sociologie à l'ENS Saclay. Il nous fait l'honneur de venir aujourd'hui pour évoquer une question très importante, tout à fait cruciale dans le programme. C'est aussi, donc c'est un sociologue universitaire, mais c'est aussi quelqu'un qui s'engage avec son arme, la sociologie, et qui est directeur de la publication d'une revue, Savoir Agir, qui est non seulement une revue scientifique, mais aussi une revue engagée. Ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est un plan, je disais, central, crucial dans le programme L'avenir en commun, qui concerne cette articulation plan A, plan B, qui est construite autour de l'idée, de la possibilité d'une sortie des traités européens. Une discussion sur cette stratégie en deux temps, qui reposerait sur ce premier temps de renégociation des traités constitutifs de l'Europe telle qu'elle est, de l'Europe actuelle, et en particulier de la zone euro. Et en cas d'échec, eh bien, le deuxième temps serait ouvert et il s'agirait d'une potentielle sortie unilatérale par la dénonciation des traités. Et donc là, dans les conséquences, le plan possible d'une telle perspective. Donc je vais vous laisser tout de suite Premier constat, elle n'a pas cessé de susciter divers projets de changement concernant les institutions européennes et la zone elle-même, plus ou moins radicaux, allant du plus conformiste et du plus institutionnel. Alors, je vais citer par exemple le rapport des 5 présidents en 2015, à toute une série d'appels émanant de divers groupes, d'économistes en particulier, d'experts, mais pas seulement. Je pense par exemple le Gliniker Gruppe en Allemagne en 2014, je pense à l'appel pour une union politique de l'Europe autour de Piketty en France, je pense à, et je vais y revenir, à la modeste proposition de Varoufakis et Galbraith promue depuis 2011 dans le contexte de la crise grecque, le rapport du Parlement européen sur les activités de la Troïka coordonné par Lee Mangnock en 2014, et cela bien sûr jusqu'à des propositions plus dissidentes, on va dire, moins conformistes, avec bien sûr les sommets internationaux du plan B depuis 2015, fin 2015, et aussi diverses propositions qui font évidemment partie du débat, pour la sortie de l'euro, comme en France, celle portée en particulier par des économistes issus de la gauche ou de gauche, Jacques Sapir, Frédéric Lordon et d'autres, et au niveau international, des intellectuels de gauche comme Tariq Ali, Stathis Kouvelakis ou d'autres. On parle dans ce cas d'ailleurs de l'exit, sorti par la gauche. Un plan A, c'est la désobéissance au traité et la renégociation du cadre institutionnel de la zone euro et de l'Union européenne, et un plan B, sortie unilatérale en cas d'échec.
Je me place dans le cas, c'est une hypothèse de travail bien sûr, d'une victoire de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale, en tout cas au moins pour une coalition emmenée par la France insoumise, à laquelle en tout cas elle imprime la stratégie actuellement définie. Elle suppose de commencer par une négociation dure, j'insiste sur l'adjectif, il est de moins, mais dur, en vue de changements institutionnels, et en cas d'échec seulement, pour l'instant c'est ce qui est en tout cas annoncé, avancé, par une sortie pure et simple de la zone euro et de l'Union européenne, si on lit bien le programme, ce qui serait dans ce deuxième cas ce qu'on appelle le Frexit, ou ce serait une variante de l'exit, puisqu'il s'agirait d'une sortie à gauche. Mais ça sera mon premier point, ma première remarque, ma première réflexion. Les changements institutionnels prennent du temps, et peut-être on n'insiste pas assez sur le fait que le gouvernement, il a d'abord à gérer le très court terme, et comme on l'a vu depuis 2010, avec évidemment le cas grec, mais d'autres exemples, bien sûr, le gouvernement doit composer avec des situations qui évoluent très très vite, avec des pics d'intensité et beaucoup d'imprévisibilité. Il faut imaginer, il faut se placer dans cette situation où tout est extrêmement mouvant, et doit être géré à très court terme, avant même de parler presque de négociation. On fait face à évidemment un mouvement de spéculation international, pas seulement national bien évidemment, et il ne suffit pas de dire contrôle des capitaux, qui serait une sorte de solution qui annihilerait la spéculation. Ça ne suffit évidemment pas, ça limite évidemment les sorties de capitaux du pays, bien évidemment, mais ça pose aussi toute une série de problèmes. Il y a une nouveauté évidemment dans le scénario qui est importante et sur laquelle il faut réfléchir, c'est que il ne s'agit plus d'un pays périphérique qui est en situation de crise spéculative, mais un pays du centre de la zone, dont le poids économique est évidemment incomparable par rapport à celui de la Grèce en particulier. C'est un peu moins vrai si on considère l'Italie, mais qui n'a pas été soumise au même processus de mise en crise. Les instruments et les institutions qui ont été créés depuis 2010 pour gérer la crise au jour le jour, d'une certaine manière, donc le FESF, le MESF, le MES, etc., puis la Troïka, sont complètement soit insuffisants, sous-dimensionnés, soit complètement inadaptés. La dette française, c'est 6 fois la dette grecque, enfin, n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Et en même temps, un tel pays ne peut pas faire défaut, et ça je pense que c'est un point très important, la menace du défaut qui a été très très importante évidemment pour la Grèce, mais qui l'est pour tous les pays, et qui est à l'arrière-plan de déchaînement de la crise spéculative. Un pays comme la France ne peut pas faire défaut sans entraîner tout le monde dans sa chute, au fond. Cette métaphore est assez bonne. Et ça, c'est très important, parce que c'est aussi un atout, bien sûr, pour le gouvernement, hein, comme dans le cas des très grosses banques. Too big to fail. Elles le savent, évidemment, et le gouvernement doit le savoir, qu'il est trop gros pour que, d'une certaine manière, sa faillite soit acceptable. C'est un point très important pour la négociation, évidemment. Il y a la menace de la faillite aussi, qui serait cataclysmique, qui entraînerait évidemment la zone euro, la faillite, c'est-à-dire le défaut, hein, bien sûr, de paiement, qui arrive vite, parce que si les taux d'intérêt explosent, très très vite la question se pose sur les marchés de la soutenabilité de la dette. On l'a très très bien vu avec le cas grec et avec tous les cas des pays en crise. J'en conclus pour ma part que le plan A implique une négociation donc institutionnelle et intergouvernementale immédiate. Elle ne peut pas être différée, et elle a comme arrière-plan permanent le plan B et tout un tas d'autres menaces immédiates, hein, qui ne sont pas le plan B, mais qui sont certains éléments. J'ai parlé de forme de prise de contrôle de la Banque de France qui ne serait pas la réquisition à proprement parler. Le terme d'ailleurs lui-même est un peu compliqué. Évidemment, la question par exemple du recours au référendum se pose aussi.